Bonjour à tous, donc rapport de bataille Gloomspite contre Ogre. Cette fois-ci c'est pas moi qui joue Ogre, donc je suis du côté Gloomspite. Euh, c'est la même liste que j'ai joué contre STD puisque je l'ai joué la même journée, donc je suis passé d'un endroit à un autre. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire les petits changements que j'avais dit, notamment remplacer les Boeing Grottes par les fanatiques de défense. Donc là la liste n'a pas bougé. On est en deux pauses chacun, c'est lui qui gagne le toss, c'est lui qui décide qui commence. Moi, noté au niveau de mon déploiement, là lui on voit pas, il a encore un pack de 6 caché dans la forêt là qui est à gauche. Donc il a un pack de 12 lootons, deux packs de 6, et par rapport à ce qu'on voit pas sur la map, il a encore 3 packs de gorgeurs en réserve, puisqu'il essaye l'armée de renom, The Roving Maw en Ogre, qui donne course et charge aux cannibales ou qu'ils soient sur la map en fait, parce qu'en fait c'est tant qu'ils sont pas tous within un pouce d'un décor, donc en fait tous ces bouchers tous ces cannibales ont tout le temps course et charge sur toute la map sans avoir besoin d'être à 12 pouces d'un boucher. Donc c'est loin d'être mauvais. Je pense que c'est une armée de renom qu'il faudrait regarder un peu, surtout s'il y a des évolutions des ogres et qu'on arrêtera de spammer les gloutons et qu'on va commencer à rentrer un peu d'autres War Scrolls. Et les War Scrolls des gorgeurs est très bon, coûte peut-être un tout petit peu cher, il a une FEP qui est très contraignante. Donc en fait c'est pour ça que dans l'armée ogre de base, moi j'en joue un maxi et je suis toujours frustré de la FEP parce que c'est à 9 pouces entièrement d'un bord de table. Donc c'est très restrictif, c'est ça qui rend le War Scroll un peu compliqué à jouer. Mais dans l'armée de renom, comme il a course et charge, vous pouvez le mettre sur table en fait directement. Euh, et je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le jouer, parce que un maxi en fait pour moi. Ça sert à rien d'en mettre plus que 1 en fait. Donc là sur ces 3, lui il a décidé de mettre les 3 en fait, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur close to the chest. Donc tous les objectifs sont à 9 pouces d'un bord de table. Donc il peut aller récupérer n'importe quel objectif avec une faible de gorgeur. Donc c'est un scénario avantageux par rapport à ça, mais je pense que j'en aurais quand même mis sur table, parce que la course et charge permet d'avoir des charges beaucoup plus fiables que de FEP à 9. Enfin, si on veut jouer aggro, et il a quand même un style de jeu très aggro, vaut mieux les mettre sur table. Donc voilà, la FEP, c'est plus pour faire de la BT, récupérer des objectifs, aller se préparer, ce setup pour plus tard. On fait pas une FEP pour agresser, c'est pas fiable du tout. Donc je pense que par rapport au T1 qu'il a voulu me faire, il aurait mieux fonctionné s'il avait mis ses gorgeurs sur table, je pense. Parce que si on commence à 18, qui court ses charges, c'est vrai que, cela dit, le problème de cette allégeance, cela dit, c'est qu'il perd le plus de courses. Donc là, c'est vrai que, ouais, là, ça peut se discuter aussi, fait ou pas fait, parce que, ok, course et charge sur tous les gorgeurs, mais il n'y a pas de plus de courses, parce que ça, c'est l'armée générale des ogres, et il me semble que là, il ne l'avait pas, le plus de courses, parce que l'armée de renom n'a pas cette règle. Enfin bon, du coup, voilà, on va voir ce que donne cette armée de renom. Donc il décide de commencer comme je disais, premier tour il va lancer des shackles un peu sur tout le monde là-bas, donc il va rentrer dans son décor, donc il va mettre pas mal de BM entre le décor et les shackles, enfin quelques BM, il a fait beaucoup de, je dis pas mal, mais non, il a fait quand même pas mal d'échecs avec son terrain, mais bon on voit qu'il y a des BM un peu partout quand même, sur les Gobas, sur Kragnos, qui a pris 3 ou 4 dégâts, et sur les trolls. Et par contre, là où il a peut-être pas assez anticipé ce que je pouvais faire, c'est qu'il m'a annoncé un prenez leur terre, take their land sur le petit muret qui est dans mon camp là-bas, qui est effectivement accessible, puisque mes Gobapalooza sont trop loin pour que le 9 pouces l'empêche de venir mettre un tout petit pied pour capturer le muret. Le truc, c'est que je peux lancer un Endless Spell en tension magique, et j'ai en Gloom des Endless Spells à 6, notamment la Scuttle Tide. Donc en fait, j'ai 2 Endless Spells à 4, 2 Endless Spells à 7 et 2 à 6. Donc là, évidemment, pour fiabiliser le counter, j'ai lancé un Endless Spell à 6. Donc intervention magique Scuttle Tide autour du décor, ce qui fait anti-fep. Et donc là, il peut plus venir poser ses gorgeurs. Et donc, il va rater sa tactique. Et sachant que j'avais un sort à 6 à lancer, donc en intervention magique, c'est un sort à 7.
c'est une probabilité non négligeable de passer quand même. Donc pour une tactique, s'il y a ne serait-ce que 30% de chance que ça rate, vaut mieux faire autre chose. Donc là, il faut faire gaffe à la prise de décor. Si c'est tout derrière sur une FEP et qu'un petit hand spell de rien du tout en intervention magique peut le bloquer, ou à voir s'il aurait pas pu prendre un autre décor. Par exemple, là, il s'est quand même pas mal approché de ma base ici. Il y avait une petite forêt là. À la rigueur, c'était peut-être plus fiable d'aller choper cette forêt là parce qu'il peut y aller à pied. Sachant qu'il a quand même avancé beaucoup de monde. Mais encore une fois, le plus de courses fait qu'il avance pas tant que ça finalement. Il va m'envoyer 2 FEP de gorgeur sur les 3. Donc comme il peut pas accéder derrière, bah il est meilleur. Et donc là ça fait des charges à 9 un peu partout, sachant avant redeploy. Donc moi comme il avait une charge à 12 avec son pack de 12 gloutons et la charge à 9 des gorgeurs, je vais fiabiliser le fait de ne pas prendre la charge des 12 gloutons, qui est l'unité qui me fait la plus peur dans son armée. Donc je vais redeploy les trolls, comme ça c'est sûr à 100%, je me prends pas les gloutons. Et puis il y a peu de chances que les gorgeurs m'atteignent. Et de ce côté-là, en fait, si je perds mes Big Rod, je m'en fiche totalement. En fait, c'est pas grave du tout s'il meurt. C'est totalement accessoire dans mon plan de jeu, dans mon armée. Donc je me fiche si elle meurt. Donc il va rater sa charge à 9 dégorgeurs ici. La charge à quelque chose comme 11 avec les gorgeurs là-bas. Et là par contre, il va lancer d'abord la charge de E. Il va la réussir. Mais du coup il va pas y aller. Et je pense en termes de séquencement, ce que je l'ai dit, c'est qu'il aurait mieux fallu qu'il lance d'abord la charge de ceux qui sont le plus éloignés. Comme ça, il sait s'il va avoir 12 ou 6 gloutons sur moi. Et comme ça, après, s'il réussit sa charge des 6, il peut les envoyer, parce que voilà, il sait s'il a les 12 ou pas. Là, il le sait pas, il n'a pas l'info, il décide de ne pas les envoyer, parce qu'il veut... il pense rebondir. Et il veut garder l'objectif et être probablement resté à portée de contre-charge quand moi je vais venir sur l'objectif, avoir maximum de gens dessus, rester à portée de contre-charge des autres packs. Donc voilà, il y a une décision à prendre là, c'est un choix. Je pense que quand même, comme il avait raté toutes ses autres charges, je pense que ça aurait pu valoir le coup d'envoyer celle-ci. Il aurait pu donc laisser un glouton en arrière pour taguer l'objet. Ce qui fait qu'il aurait eu un glouton qui frappe pas. Je pense qu'il aurait fait en sorte d'avoir les 5 autres qui frappent. Là c'est difficile à dire avec l'écran, mais voilà, à mon avis on a entre 4 et 5 qui frappent. Et comme il séquence, comme il frappe avant moi, ça peut me tuer peut-être un troll, à voir. Moi je vais pas lui tuer grand chose, mais surtout ça m'empêche de bouger après. C'est-à-dire que je vais être englué là avec je vais probablement pas retreat avec mes trolls. Donc au mieux je ramène le troc boss là-bas. Cela dit, c'est vrai qu'il a pas... Ouais, non, j'ai rien dit. En fait, il y a mes Boeing Rod qu'on aurait pu récupérer là. Mais bon, contre-charge de possible. Donc ouais, finalement, il a peut-être bien fait de les laisser là. Puisqu'effectivement, à moins qu'avec sa charge, il arrive à engager les Boeing Rod, mais ça commence à faire beaucoup de choses. Ça fait que je récupère trop facilement l'objectif derrière. Donc du coup, en termes d'attrition, il fait rien son T1. Et là, il est exposé quand même avec son armée. Donc moi, je vais envoyer... je vais envoyer mes gars avec, je vais faire un gros assaut en haut avec Kragnos et des charges à 3d6. Et là, je vais venir récupérer l'objectif, juste me concentrer sur les 6 gloutons en essayant de faire en sorte qu'il ait des contre-charges les plus difficiles possibles avec ces 2 packs qui sont derrière. Je vais avoir une excellente phase de magie. Donc c'est là aussi ça me permet d'enfoncer le clou. Hein. C'est que Gloomspite, maintenant, ça a de la magie qui est pas du tout fiable, parce qu'on a perdu l'allégeance des magiciens. Donc il n'y a plus de reroll possible de dés. Ça vraiment dommage, parce que moi j'adorais cette allégeance. Et tous nos sorts sont à 7, sauf 2 sorts persistants, mais tous nos sorts de base sont à 7. Et on n'a pas de plus 1 pour cast, rien du tout. Donc ils sont très difficiles à lancer, et ils sont assez forts. J'ai vu des gens dire que le moins 1 touche était devenu mauvais, je suis pas d'accord du tout, le moins 1 touche est extrêmement puissant. Ok, c'est les unités ennemies qui doivent être à 12 et pas vos unités amies, mais ça se fait très facilement. Surtout qu'il est unlimited, donc vous pouvez le lancer jusqu'à ce que ça passe, avec des sorciers différents, mais enfin voilà, si vous avez 3 sorciers, vous pouvez au moins en avoir un. Mais là je vais avoir une super phase de magie, parce que je vais lancer mes 2 -1 hits. Donc une occurrence sur le Troc Boss, une occurrence sur les Gobapalooza garde d'honneur de Kragnos, et ensuite je vais cast une lune
Comme ça, si j'avance avec mes trolls et que je vais en dehors du sanctuaire, tant qu'il baniche pas ça, donc au moins pour ce combat-là, j'aurai mon plus 1 save. Et à son tour, s'il baniche pas mon truc, j'aurai encore mon plus 1 save. Voilà. Donc voilà pour la phase de magie qui est excellente. Je fais aussi le chaudron, mais comme je vais bouger, je vais avoir. En fait, ça va servir à rien mon chaudron, parce que au tour d'après, je serai trop loin pour bénéficier du plus 1 case. Donc, bon, mais ça, c'était pas trop grave. Donc là, j'envoie mes charges à 3d6 avec Ragnos et 6 trolls dans les 12 gloutons. Et là, je charge avec les 6 trolls et les Boingrod qui étaient des charges à 3. Donc là, de ce côté-là, pas trop dur. Et comme je disais, je vais faire en sorte que ce soit des contre-charges assez difficiles. Et je vais mettre les Boingrod derrière les trolls. Il va rater, je pense qu'il va tenter une contre-charge et qu'il va la rater. Et en termes d'activation, je vais activer en haut en premier, puisque c'est le pack de 12 qui me fait le plus peur. Hein. S'il y a un pack de 12 en autre attaque, il va me faire mal. Malgré le fait que je sois là pour le coup, contrairement à la partie de tout à l'heure, j'arrive à garder mes Gobapalooza dans ma garde d'honneur à 6 pouces de Kragnos. Donc là, même s'il frappe, il aura moins 1 d'attaque et moins 1 hit, parce que s'il veut frapper Kragnos, il va devoir garder les mecs qui sont le plus proches de mes Gobapalooza et donc être dans le moins 1. Et s'il frappe les trolls, ils sont résistants, donc je suis content. Et là, éventuellement, il peut aller de l'autre côté, faire mourir les mecs proches de Kragnos, garder ceux qui sont le plus loin, pile-in, pour être hors du moins 1 hit. Et hors du moins 1 d'attaque. Et je pense que c'est ça qu'il aurait dû faire après. Bon, il n'a pas frappé grand chose parce que je lui ai tué beaucoup de gars. Ça, c'est à la fin du tour. Hein, mais la première activation, Kragnos, il tue 6 gloutons. Donc je l'active en premier, je le mets en attaque en règle. Je lui tue 6 gloutons. Après, lui, en fait, c'est ça aussi le sujet de la vidéo. C'est pour ça que je l'ai appelé séquencer les combats. C'est qu'il a une liste qui rend très difficile le fait de séquencer les combats. On le verra encore plus au round 2. Là encore au round 1, ça se voit pas encore trop. Mais au round 2, on va voir avec les gorgeurs, qui sont assez fragiles, et qui frappent très fort, et qui sont que par petits packs, parce qu'ils ne peuvent pas être renforcés, que quand il envoie 3 packs de gorgeurs au corps à corps, bah en fait, il y en a qui vont se faire complètement tuer avant de frapper, parce qu'il peut activer que 5 par 5, et derrière c'est tellement fragile que ça meurt. Donc c'est des listes où quand on a plein de petits packs comme ça de gorgeurs assez fragiles, c'est compliqué à séquencer quand on envoie plein de gens au corps à corps. Donc en fait, il faudrait envoyer les gorgeurs un par un avec un pack de 12 ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est pas évident. Mais là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas frapper les squigs. Donc je frappe les 12 là-bas. Je crois qu'il active les 6 ici. Il frappe les trolls. Il s'est pas mal entêté à chercher à frapper les trolls, je sais pas pourquoi, parce que les squigs avaient chargé, donc ils faisaient quasiment autant de dégâts que les trolls. C'est ce que je lui ai dit, hein, je lui ai dit que quand je suis en charge avec les squigs, mine de rien, je fais quand même pas mal de dégâts, et c'est surtout que c'est hyper fragile, donc si tu frappes dessus, t'es sûr que tu m'enlèves du dégât. Alors si tu frappes sur les trolls, déjà faut en sortir un, c'est pas évident, en sortir deux, c'est encore pire, et ils sont hyper résistants. Donc si c'est juste pour m'enlever un troll, tu as plus intérêt à tuer 5 Boingrot. Tu vas me faire perdre plus de dégâts que si tu me tues un troll. Surtout que là, tu es en moins 1 pour toucher, etc. Donc c'est compliqué. Vous voyez, c'est facile de mettre quand même les gars à 12. Là, à voir s'il aurait pu faire en sorte de sortir, mais je pense pas parce que je suis à 12 à l'issue du avant Pylin. Et comme il peut pas s'éloigner, a priori, il est obligé de rester dans les 12. Donc là, Kragnos, je vous ai dit, il a tué 6 trolls, et il a tué 6 gloutons, et les 6 trolls vont en tuer 5 de plus, donc il ne restera qu'un seul troll. Il a voulu mettre ses dégâts dans Kragnos, je pense qu'il aurait dû garder le glouton les plus éloignés pour éviter tous les debuffs, et frapper, et éventuellement frapper là avant de frapper là. Parce que là, il avait plus, comme c'est à lui de jouer après, il a plus de ressources qui peuvent revenir ici. Donc éventuellement peut-être séquencer là-bas, donc quand il reste encore 6 gloutons de vivants, faire mourir tous ceux qui sont proches de Kragnos, garder les 6 gloutons les plus éloignés, Pylin pour sortir des 12 pouces et sortir des 3 pouces de Kragnos. Comme ça, il n'a pas le moins en touche, il n'a pas le moins en attaque, et il a 6 gloutons qui peuvent frapper des trolls, ce qui revient au même que s'il active ici, où il aurait 6 gloutons qui frappent des trolls. Donc par rapport au fait qu'il ait choisi de frapper des trolls, valait mieux frapper en haut, en gardant ce qui était en haut, et s'il décidait de frapper les squigs, là ça se discute, on peut effectivement activer en bas. Mais bon.
Donc voilà, moi je lui fais extrêmement mal à mon T1 parce que je lui tue 11 plus 1, je tue 16 gloutons, alors que lui il m'a tué pour l'instant un troll. Ensuite, à son tour, il va faire un cunning approach, donc il voulait faire un attaquer sur deux fronts. Je lui ai dit que le attaquer sur deux fronts serait extrêmement compliqué parce que Kragnos il compte pour 15 à lui tout seul, et j'ai 6 trolls en haut. Donc, faut qu'il récupère déjà un seul des deux objectifs, c'est pas évident. Récupérer les deux, ça me paraît extrêmement ambitieux. Donc il avait un cunning approach qui était beaucoup plus simple à faire sur les Boeing Rot. Mais là, il a split ses attaques. Donc encore une fois, quand c'est vos tactiques, fiabilisées à mort. Là, il avait 6 gloutons. Pour moi, il fallait qu'il mette faut qu'il ait au moins 90, si c'est pas 99% de chance de fiabiliser sa tactique. Donc faut qu'il mette 6 gloutons dans les squigs en fait. Qu'il mette 6 gloutons dans les squigs, je pense. Et qu'il active ses gorgeurs en premier à la rigueur. Sachant que là, le T2, il y a eu plusieurs erreurs d'un coup. Il préfère lancer un Maelstrom plutôt que dispel ma lune, sachant que de mémoire, je l'ai pas dit au début, mais moi j'ai fait démarrer ma lune dans le quart en haut à droite, pour préparer l'assaut de Kragnos et des trolls. Et je crois pas qu'elle ait bougé au T2. Donc si elle a bougé, effectivement il peut lancer un Endless, ça change rien par rapport à mon Endless à moi. Par contre, si elle a pas bougé et qu'elle est toujours dans le quart de table là-bas, vu que je suis plus à 12 pouces de mon décor avec les trolls, là tous les jours, il faut essayer de dispel mon Endless plutôt que de lancer un Maelstrom. Parce que si vous dispel du Endless ça fait moins un save sur tous mes trolls. C'est 1000 fois plus fort que de lancer un Maelstrom. Donc là, s'il m'enlevait, s'il me dissipait ma petite lune, qu'il activait les gorgeurs en premier, en les mettant moins loin, à l'issue de la charge. Parce que là, du coup, il m'a donné une contre-charge facile avec mon troll, qui a OC5, qui peut donner sur un 3+, plus un attaque au troll. Donc il aurait mieux fallu qu'il soit pas dans l'affaire. Donc je pense que s'il chargeait avec ses gorgeurs en se mettant derrière là-bas, avec ses gloutons en se mettant par là, donc pour compliquer mes contre-charges du troll, qui faisait la dispel de ça, ce qui est probablement le même chiffre que de l'ancien Maelstrom. Donc s'il a réussi son Maelstrom, on va dire qu'il aurait réussi la dispel du Endless. Donc là je me retrouve avec des trolls en save à 4, beaucoup plus facile à tuer. Ces gorgeurs sont anti-infanterie, donc Rennes-2 contre l'infanterie, donc il peut activer ses gorgeurs d'abord, en attaque en règle, faire un gros trou dans les trolls. Ensuite, moi, comme j'ai pas mon 3+, du Trog Boss, et qu'il va me rester très peu de trolls, je vais pas lui faire grand chose dans les gloutons. Et derrière, il peut lui rester un boucher plus des gloutons, en mettant tout dans les squigs pour faire sa tactique. Et là, je pense que s'il séquençait, s'il préparait mieux ses charges, la dispel du Spell et qu'il séquençait mieux ses trucs, je pense qu'il avait moyen de récupérer l'objectif, de tuer tous les squigs et de faire quand même beaucoup de dégâts dans les trolls, et de commencer à gagner sur cette partie du champ de bataille. Sur l'autre partie, par contre, je pense qu'il aurait pas dû y aller. Parce que là, limite, il pouvait rajouter encore plus de force sur cette partie. Donc là, il a ramené encore le troisième pack qui était en FEP de gorgeur en haut. Il a persisté à vouloir attaquer Kragnos, alors que il avait plus que ses 5 gorgeurs qui avaient raté la charge à 11 au T1, plus un nouveau pack qui a une charge à 9. Donc déjà, ça fait encore un plan avec une charge à 9. Et avoir un ou deux packs de gorgeurs dans Kragnos, ça change rien. Parce que dans tous les cas, le deuxième pack, il va se faire tuer. C'est encore une fois le problème du séquençage. Vous mettez deux packs dans Kragnos. Il y en a un premier qui frappe. Mettez des dégâts. Ok, super. Je crois qu'il lui a mis 8 de dégâts, donc avec les deux blessures qui sont là. Il m'a fait des battles de mage, parce que je crois que je me rappelle, j'avais pris 10 blessures sur Kragnos. Donc j'étais en battle de mage par des attaques de masse. Mais derrière, vous êtes quand même pratiquement obligatoirement engagé avec des trolls. Et même si par miracle vous arrivez à pas engager les trolls, juste Kragnos tout seul contre deux packs de gorgeurs, bah, le premier frappe et Kragnos il lave le deuxième pack en fait. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt d'envoyer les deux. Je pense que là il avait vraiment moyen de s'accaparer la partie en bas à gauche de la map, ce qui lui permettait après, s'il gagnait ce combat, d'avancer petit à petit sur mes objets et de récupérer l'objectif primaire. Donc à mon avis, ça aurait été plus intéressant de remettre la FEP à 9 du troisième pack de gorgeurs en bas à gauche. Vu qu'il a passé sa charge à 9 en plus, ça aurait fait 5 gorgeurs de plus dans le combat ici. Et là, c'est sûr, il gagnait ce combat. Il gagnait ce combat et limite il rasait tout. Il restait plus que le Trog Boss.
Et donc là, c'est plus la même partie non plus. Il reste que le Trog Boss ici, qu'il y va pas du tout avec les gorgeurs. Les gorgeurs, il les laisse plaquer au fond dans un coin. Comme ça, si je vais les chercher, je perds du temps. Et si je vais pas les chercher, à la limite, il peut peut-être avancer comme ça pour se rapprocher ou attendre que je quitte l'objectif pour revenir dessus. Enfin voilà, il a une unité un peu en embuscade là-bas. Donc totalement ignorer Kranos et les Citrolls et m'enfoncer ça. Moi je pense que ça aurait été mieux de faire ça. Mais du coup après bon bah à mon T2 à moi, donc il va rater sa tactique puisqu'il a split ses attaques. Il a séparé ses attaques des gloutons en frappant un peu sur les trolls, un peu sur les squigs. Donc ils vont survivre et malgré après un peu hors frou, vu qu'il restera 4 PV il restera 2 squigs, donc il peut me mettre 3 max, il reste un squig à 1 PV. Donc il fait pas sa tactique, il me tue un troll, il met 10 PV sur Kragnos, et puis derrière il perd encore quasiment, enfin voilà, à l'issue de au début de mon T2 il lui reste pratiquement rien de son armée, et donc à l'issue de mon T2 il va être table rasée, et après voilà je vais faire toutes mes tactiques autonomes quand il aura plus d'armée, il pourra plus scorer les objectifs, ça va faire un 20-0, mais je pense que s'il jouait mieux, c'était plus concentré sur, la partie en bas à gauche du terrain, je pense qu'il aurait pu se battre dans le match-up et même potentiellement la gagner, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ça aurait été une autre partie. Là, il y a eu vraiment des erreurs, à mon avis, de séquencement, de choix d'offensive. Attaquer comme ça sur 2 fronts d'un coup, c'était très très ambitieux, surtout avec des unités comme ça qui sont pas évidentes à séquencer. Donc voilà pour cette partie.